Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Lever de rideau est votre rendez-vous culturel. On vous y fait découvrir le théâtre sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, c'est l'écriture contemporaine anglaise qui est à l'honneur. Notre invitée est la metteur en scène Catherine Javaloyes. Elle est à la tête de la compagnie Le Talon Rouge, une compagnie qui joue actuellement la pièce Après la fin de l'auteur anglais Dennis Kelly. Ils seront demain, le 4 février, au théâtre de Haguenau à 20h30 et le 13 mars à 20h à la salle Europe de Colmar. Pour réserver vos places pour le théâtre de Haguenau, vous pouvez le faire directement sur le site de la compagnie Le Talon Rouge ou bien sur le site de la billetterie du relais culturel de Haguenau. Pour aller découvrir Après la fin à Colmar, rendez-vous sur www.salle-europe.colmar.fr. Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Alors Catherine, la première pièce, on le disait, que vous avez mis en scène dans le cadre de ce projet, c'est La campagne de Martine Krimp. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pièce ? La campagne, Oui. en fait, elle raconte pas grand-chose. Enfin, il y a rien d'extraordinaire. C'est une histoire de couple. Un couple, lui est médecin, Richard est médecin, Corinne est femme au foyer. Ils ont des enfants qu'on ne voit jamais. On en parle, mais on les voit jamais. Enfin, voilà, ils sont dans une chambre au-dessus de leur tête. Ils sont dans leur maison de campagne. Ils sont partis de la ville pour vivre à la campagne. Et il se trouve que, on se rend compte que Richard a une maîtresse. Une maîtresse qui est une jeune américaine qui fait des études voilà, dans cette partie, dans cette région-là d'Angleterre. Et ce couple continue à exister avec cette trahison qui est à la fois centrale, mais pas centrale non plus, qui est aussi une forme de jeu. Comme pour Après la fin de Dennis Kelly, je dirais qu'il n'y a pas de résolution. Donc c'est pas ok, il y a une trahison, etc. Donc il va y avoir une résolution, ils vont se séparer. Non, il y a en fait une scène qui débarque et qui nous emmène dans un univers complètement différent. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que finalement cette trahison était réelle ? Est-ce que, etc. Ça nous met toujours en porte-à-faux par rapport à la véracité en fait de ce qui s'est passé. Toujours. Voilà. Et Après la fin, c'est pareil. Ça, c'est pour la campagne. Voilà, pour répondre à votre question sur de quoi ça cause. Et après la fin, de quoi ça cause ? Alors, après la fin, de quoi ça cause ? Moi, je dirais que c'est une histoire de couple un peu détraqué. Enfin, de couple, pas les couples ne sont pas détraqués. L'histoire est un peu détraquée au sens physique du terme. C'est comme si elle n'arrivait pas... Enfin, les maillons n'arrivaient pas à bien se... L'engrenage se faisait difficilement, quoi. Comme si ça ne roulait pas bien, voilà. Comme si les choses étaient un petit peu grippées. Une histoire de couple. Alors, ça raconte... en fait, c'est Marc qui commence l'histoire en racontant un paysage apocalyptique autour de lui à une personne, puisqu'il dit tu, il emploie la deuxième personne du singulier, il dit voilà, je te porte, etc. etc. La lumière se fait sur ce deuxième personnage qui est Louise. Donc on a Marc d'un côté et Louise qui dit ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une explosion nucléaire. Donc après une explosion nucléaire, ce couple, Marc et Louise, se retrouve dans l'abri anti-atomique de Marc, cet abri qu'il avait acheté en même temps que la maison tout au fond du jardin, et ils vont devoir vivre, même survivre ensemble. Ils ont des personnalités complètement différentes. Ils ont des points de vue sur la vie aussi sociale complètement différentes. Marc, voilà, est plutôt lui, je dirais, il a une personnalité un peu gamin comme ça. Il joue à Donjons et Dragons, il veut la forcer à jouer à Donjons et Dragons, il veut l'embarquer dans son univers. Et elle, c'est plutôt c'est quelqu'un qui est plutôt, je dirais, la corporate girl, qui est toujours sympathique. Quand elle arrive quelque part, c'est comme un soleil. Les gens sourient, les gens la laissent entrer. On sait elle va trouver des solutions pour tout, etc. Donc ces deux univers-là qui se retrouvent enfermés
dans un espace, hein, donc qui est un abri anti-atomique. Au-dessus d'eux, le monde a disparu et il n'y a plus personne sur la Terre. Tout le monde est mort. Ce sont les 2 seuls survivants. Alors je dirais, dans la scénographie qui est très épurée, il y a une malle. Dans la malle, il y a des boîtes de conserve et il y a aussi une pomme. Alors, voilà, un homme, une femme, une pomme. Heu, donc ça peut être une histoire de couple, un petit peu particulière. Voilà et on a un Marc, qui est transi amoureux d'une Louise, une Louise qui est un peu effarouchée par rapport à tout ça. On a au final un homme, une femme qui doivent survivre ensemble. On a un homme qui un peu, pour arriver à ses fins, va vouloir, soumettre cette femme, cette jeune femme, à des choses, voilà, bien particulières. Je ne veux pas tout dévoiler. Et on a, la réaction de cette jeune femme qui ne se laisse pas faire. Et on a aussi un flottement, on a du flou, on a un sentiment de doute qui s'installe petit à petit, qui nous fait douter finalement, peut-être même de la véracité de cette histoire de fin du monde. Voilà. Et c'est quoi les choix de mise en scène que vous avez fait, vous, pour représenter cette pièce et aussi au niveau du travail d'acteur? Comment les acteurs ont travaillé cette pièce? Alors, le premier choix de mise en scène, c'est un respect, mais un respect total de la forme de l'écriture. C'est-à-dire que pour moi, les clés, j'ai travaillé avec Gaël Chaya, hein, la collaboration artistique, et on était très très vigilants. C'est-à-dire qu'on faisait en sorte que les comédiens apprennent leur texte de manière très presque scolaire. Puisque l'écriture est elle-même, comme je disais, comme sous forme de partition musicale. Et donc, je me disais que le sens allait sortir de là aussi, allait tout d'un coup émerger de la forme même. Donc déjà un grand respect de l'écriture, un grand respect de cette forme-là, de cette écriture-là. Ensuite, il a fallu que les comédiens qui ne se connaissaient pas auparavant apprennent à se connaître, puisqu'on rentre dans des scènes d'intimité où la pudeur n'a plus sa place, et ce sont des comédiens qui sont pudiques dans la vie, etc. Donc il a fallu aller loin, il a fallu sauter des barrières pour aller loin. Pour moi, ce sont des pièces aussi, contrairement à ce qu'on pense, quand on les lit, on se dit « Ah tiens, oui, ça va être un peu intellectuel ou psychologisant, etc., etc. » Mais ça met aussi en avant le corps. Ça met la chair en avant, ça met la cruauté de la cruauté au sens propre. Le corps est en avant, la chair est en avant. Donc il a fallu s'habituer aussi à physiquement se donner la possibilité d'aller assez loin. Et d'avancer petit à petit vers une mise à nu. Alors du coup, on a regardé le texte, on s'est dit, ben voilà comment il est fait en 4 parties. La première partie s'appelle début, la deuxième milieu, la troisième fin et la quatrième après la fin. C'est simple. Donc on se dit, tiens, dans toutes les histoires, il y a toujours 3 parties. Enfin, c'est ce qu'on dit en général. Voilà, on vit, on meurt. Hein. Donc c'est le début, le milieu, la fin. Et là, Denis Kelly nous a dit, non, il y aura un après la fin. Donc, on a travaillé à trouver le centre, même s'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de centre vraiment dans cette pièce-là, mais on a travaillé à trouver un moteur, en tout cas, dans chaque partie. Donc, la première partie, plutôt une scène d'exposition, enfin, plutôt un acte d'exposition. On se rencontre, on parle du monde, on parle des amis qu'on a eus en commun, parce qu'ils avaient aussi des amis en commun. Voilà, ils travaillaient dans la même boîte, Marc et Louise, donc tout ça s'installe. Le lieu aussi, on s'installe dans le lieu, on prend possession du lieu. Donc on a travaillé physiquement, on a travaillé de manière très minutieuse aussi. Chaque pas était important dans cet espace-là. Chaque mouvement était important. Rien n'était laissé au hasard. On a travaillé de manière un petit peu chorégraphique.
aussi. Donc encore une fois formelle. La deuxième partie, après une ellipse d'un certain nombre de jours, la deuxième partie, elle rentre dans une confrontation qui est déjà un petit peu plus âpre. Il est question de ce fameux jeu Donjons et Dragons, et puis aussi de tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour de la survie. Comment on va faire pour exister? Est-ce qu'on aura assez à manger? Est-ce qu'on aura assez à boire? Et puis, il y a cette domination, ce jeu de pouvoir entre Marc et Louise, qui fait qu'à un moment donné, Marc va dire, bon, ben, puisque tu ne veux pas répondre à ce que je te demande, alors je te prive de manger. Voilà. Donc, il la prive de manger. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, ce sont les corps qui parlent. Les corps qui sont vraiment... Et la tension monte terriblement, à tel point qu'on se demande ce qui va se passer. Enfin, on n'est pas loin de la mort. Hein. Les Anglais nous amènent jusque-là. Ils nous amènent, il y a des couteaux, il y a tout ça. Et on arrive à la mort. On pourrait arriver jusque-là, sauf que... Et la quatrième partie nous change complètement d'univers. Donc, on a travaillé à la table longtemps pour se dire, ben voilà, là, il se passe ça, il nous semble que... Puis on faisait des essais sur le plateau à chaque fois. Et les choses sont arrivées, pour moi, beaucoup aussi dans les italiennes, c'est-à-dire dans le fait de revoir le texte et de trouver toutes ces petites pochettes surprises. Ça me faisait penser un peu au calendrier de l'Avent, vous savez, où on soulève les petites fenêtres. Et à chaque fois, il y avait une petite fenêtre qui se soulevait, etc., etc. Donc, on avançait comme ça, c'est-à-dire relativement lentement, mais très méticuleusement, en faisant attention à l'autre, en étant toujours... Enfin, moi, j'étais toujours très... aux aguets, des besoins aussi des comédiens. On a travaillé avec la lumière assez vite. On a travaillé avec le costume. On a travaillé vraiment en équipe. On en avait vraiment besoin. Voilà. Dans Lever de rideau aujourd'hui, nous parlons théâtre britannique avec la metteur en scène Catherine Javaloyès. Elle est à la tête de la compagnie strasbourgeoise Le Talon Rouge. La compagnie joue actuellement après la fin de Dennis Kelly. Elle sera le 4 février au théâtre de Haguenau et le 13 mars à la Seule Europe de Colmar. Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.compagnie-letalonrouge.fr. Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Est-ce qu'il y a des équivalents français à ce type incisif d'écriture ? Des auteurs français qui ressemblent à ce qu'essaye de nous transmettre Dennis Kelly, qui vont aussi par en dessous dans les sous-entendus. Je réfléchis. Je pense à Badea, mais Alexandra Badea, elle est d'origine roumaine, mais je ne sais pas si elle a la nationalité française maintenant. Si, il me semble qu'elle a la nationalité française. Ouais, oui. voilà. Pour moi, Alexandra Badea, Pauline Perrade. Pauline Perrade, qui est aussi très dans les non-dits, parce que j'ai été artiste associée au TAPS et ça m'a permis de lire énormément de pièces contemporaines francophones. Donc Pauline Perrade, moi je l'avais repérée comme étant quelqu'un aussi qu'un jour j'aurais aimé monter, enfin j'aimerais monter. Donc il y a sa pièce Point, je pensais à celle-là, ou alors Contrôle X aussi, qui va loin comme ça dans tout ce qui est ressenti. Voilà, c'est pour moi ce que j'appellerais des textes viscéraux. On a des coups de poing dans le ventre avec ces textes-là. Donc Pauline Perrade. En France, certainement. Là, vous me prenez un tout petit peu de court, mais enfin, l'équivalent, je cherche l'équivalent. Hein, c'est... C'est vrai qu'Alexandra Badea, dans sa manière d'écrire, il y a aussi quelque chose de très incisif. Je pense aux pièces comme moi, la pièce qui m'a marquée, c'est Je te regarde, où l'écriture, c'est tout le temps je, ouais. au point que nous-mêmes, on se sent voyeurs comme les personnages. Oui, c'est vrai. Oui, ce sont des auteurs qui nous mettent dans cette position-là, hein, d'être très, très voyeurs comme ça, de se dire, mais et puis qui nous renvoient à nos propres démons, hein, aussi, hein, à nos monstres, à nous, hein, puisqu'on met en avant le monstre, hein, à chaque fois. Non, mais il y en a aussi. Il se trouve que là, je cherchais un duo et que le duo était difficile à trouver, était plus difficile à trouver du côté français. Donc, je suis allée aussi du côté anglais. Mais
non, il y en a certainement. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup parce que je l'ai travaillé déjà, c'est Emmanuel Adly, il n'écrit pas forcément pour le théâtre, mais il écrit du roman qui est tellement fort d'oralité qu'on a envie de le transposer au théâtre. Emmanuel Adly, j'avais monté de lui Mad About the Boy et j'avais monté Mon Amour. Et voilà quelqu'un qui fait jouer ses mots de manière très viscérale aussi. Qui, tout d'un coup, on a des corps, on a des présences très vite physiques sur le plateau avec son écriture. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement transposer assez vite à partir de l'écriture, à partir du mot, de me dire, ah oui, je vois tout de suite la présence physique sur le plateau, ou je la ressens. Ouais, c'est ça ce que j'aime bien. Les auteurs que j'ai travaillés, voilà, c'est Emmanuel Adly, qui allait aussi dans ce sens-là. Bon, s'il se trouve que Emmanuel Adly n'écrit pas vraiment pour le théâtre, mais voilà, je l'ai travaillé quand même. Ouais. Vous travaillez aussi après la fin avec des adolescents. Comment ça se passe le travail de cette pièce avec les jeunes? Trop bien, comme diraient les jeunes, ça se passe trop bien. Ils sont très réceptifs parce que la construction de la pièce est aussi un peu, elle est construite un peu comme une série, enfin comme un épisode, comme une série, quoi. Donc ils s'y retrouvent. Ils me parlent toujours de séries que moi je n'ai pas regardées, d'ailleurs que je ne connais absolument pas. Oui, madame, vous avez regardé ça? Non, pas du tout. Ils aiment le côté un peu cruel de la situation. Ils aiment le côté aussi théâtre d'anticipation, de la science-fiction. Ils adorent ça. Et puis ils aiment aussi tout ce qui leur parle d'amour. Hein. Donc ils étaient très pertinents. À chaque fois que je fais des ateliers, des rencontres avec eux, ils ont ils ont toujours le sourire aux lèvres quand on travaille ensemble autour de Dennis Kelly, alors que c'est pas franchement Alice au pays des merveilles. Enfin, c'est pas du Walt Disney. C'est drôle. Pas vraiment, non. Non, mais il faut croire qu'il y a une maturité aussi aujourd'hui chez les adolescents qui fait que ils ont beaucoup moins de mal à prendre à leur charge ce genre de pièces qu'on l'imagine. Alors, il y a des adultes qui disent attention, mais en fait non. En fait, ils sont très, j'allais pas dire mûrs avant l'âge, c'est pas ça, mais ils ont une lucidité que nous on n'avait peut-être pas à leur âge.